Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, toujours dans la même série immobilier que j'ai commencé avec la dernière vidéo. Aujourd'hui un nouveau concept par rapport aux impôts que je n'ai pas mentionné dans la dernière vidéo. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est une vidéo où je fais l'analyse en direct d'une annonce au hasard sur le bon coin d'un appartement. Donc je survole l'annonce, les photos, je parle de travaux à effectuer, j'analyse la tension locative, j'analyse le potentiel locatif de loyer, on calcule le cash flow, on parle des charges de copropriété, etc. Une fois que sur le papier un appart nous paraît bien, on se projette sur l'investissement, mais il faut se projeter sur deux choses en plus, l'exploitation et la fiscalité. Donc dans cette vidéo, on va parler surtout de fiscalité, mais l'exploitation, il faut la connaître pour aborder ce sujet. Donc je vais vous expliquer. Deux façons d'acheter un appart, ou une maison, ou un bien immobilier. Deux façons et uniquement deux façons. Soit on l'achète en nom propre, soit on l'achète en société. Supposons, moi c'est Amine, si j'achète en nom propre, le bien sera rattaché à ma personne, à moi, une personne physique. Si je ne l'achète pas en nom propre, il faudra que je l'achète avec une société, une personne morale, que j'aurai créée ou dans laquelle je suis un associé. Donc, on peut l'acheter avec une SAS, avec une SASU, SAS unipersonnel, avec une SARL, EURL. On peut l'acheter avec n'importe quelle structure, mais la structure qui est plus ou moins faite pour l'immobilier, c'est la SCI, Société Civile Immobilière, comme son nom l'indique. Donc, d'abord, il faut savoir si on achète en nom propre ou en SCI. Bien sûr, je vais parler des inconvénients, des avantages de chacune. Mais une fois qu'on connaît la façon d'acheter le bien, on peut passer à autre chose parce que chaque façon d'achat du bien implique une fiscalité. Donc maintenant, on va parler de l'exploitation qui est différente de l'achat. L'exploitation, il y a deux façons d'exploiter un bien. Soit on l'exploite à vide, on le loue vide, soit on le loue meublé. La location meublée se compose elle-même en deux façons de sous-exploitation, soit une location meublée longue durée, soit une exploitation meublée courte durée. C'est ce qu'on appelle communément dans le jargon faire du Airbnb ou faire de la location saisonnière. Donc là, petites informations vite fait par rapport aux deux façons d'exploiter un bien. Donc les baux, les baux locatifs, la location vide, c'est 3 ans minimum de baux, de bail. La location meublée, c'est un an. On peut faire 3 ans aussi, mais un an minimum. Par contre, on peut ne pas mettre 3 ans. Si on veut louer un an, récupérer l'appart, il faut plutôt aller sur du meublé. Donc bien sûr, le dépôt de garantie, un mois maximum pour la location vide, 2 mois pour la location meublée. Pour les bailleurs, pardon, pour le dépôt de garantie, c'est un mois max. On ne peut pas dépasser un mois de dépôt de garantie. Par contre, la location meublée, c'est 2 mois. Donc, on peut demander un mois aussi, mais on peut demander aussi 2 mois. On peut se permettre. Pour le préavis, pardon. Le préavis pour de la location vide, 3 mois. Donc, normalement, ils font un préavis de 3 mois avant de sortir. Moi, si je veux les virer, il faut que je m'y prenne 6 mois à l'avance. Par contre, sur de la location meublée, eux, ils doivent me prévenir un mois à l'avance. Et moi, je dois les prévenir 3 mois à l'avance pour les faire sortir. Donc, c'est beaucoup plus fluide en location meublée. Par rapport à la rentabilité, généralement, vu que la location meublée implique des meubles, bah, le loyer est plus élevé. Par contre, on a plus de turnover. Les gens sont moins impliqués vu qu'ils ont moins d'affaires, vu qu'ils ont moins de meubles. Ils viennent, l'appart est prêt, donc facilement, ils pourront aller trouver ailleurs. Par contre, le turnover est moins important en location vide, parce que comme les gens sont impliqués, ils achètent leurs meubles, c'est à eux, ils ont plus de réticence à bouger. Donc, maintenant qu'on connaît les façons d'exploiter le bien, la fiscalité. Donc, imposition, on a deux façons. On a deux façons d'être imposé selon si c'est vide ou si c'est en meublé. Donc, ici, on va oublier le fait d'acheter en société. On va revenir après sur ça. Mais supposons on l'achète en nom propre. Si on achète un appart en nom propre, si on veut le louer vide,
on aura deux choix. Soit faire du micro-foncier ou du réel. Donc là, c'est des carreaux qui sont inversés. Le micro-foncier, c'est pour la location vide. Le réel aussi. Par contre, micro-bic, c'est pour la location meublée. Et le réel aussi. Donc, on est en vide. Soit on va faire du micro-foncier, soit on va faire du réel. C'est quoi la différence? Micro-foncier, c'est comme si on disait à l'État, écoute, tous mes loyers que je vais recevoir, tu vas me faire un abattement de 30%. En mode, les loyers que je vais recevoir, tu vas considérer que je n'ai reçu que 70% de ces loyers-là, et tu vas m'imposer normalement sur ces 70%, comme si c'était mon salaire. Donc ça va se greffer sur mes revenus, sur mon salaire, et selon ma marge d'imposition nouvelle avec les loyers que j'aurais reçus, je serai imposé. Par contre, le régime réel, il n'y a pas d'abattement ni rien, et d'ailleurs c'est le régime recommandé. Sur le régime réel, tout simplement, on prend les loyers et on enlève les charges. Sauf que là, on va enlever les charges d'intérêt, les charges, les assurances, les charges de copropriété et d'éventuels travaux si on en a fait. Maintenant, la location meublée. Donc, la location meublée, on la soit du micro BIC ou du réel. Micro BIC, c'est micro bénéfice industriel et commercial. Parce que de la location meublée, ce n'est plus vraiment de l'immobilier pur, mais c'est un petit peu un service. C'est comme de l'hôtellerie, ça ressemble à ça, même si c'est pas vraiment le cas. Donc, le micro BIC, c'est la même chose que le micro foncier, sauf que l'abattement, c'est 50%. Donc, supposons que vous avez 10 000 euros de loyer annuel, vous allez dire, si vous déclarez en micro-BIC, l'État va considérer 50% de ces 10 000 qui sont vraiment imposables, en mode 5 000. Et s'il va prendre ces 5 000, il va les rajouter à votre salaire, nouvelle tranche d'imposition, et bim. Donc si vous êtes à 11%, si vous êtes à 11% de taux d'imposition et que votre tranche marginale est de 30%, avec 10 000 euros de loyer, vous payerez 11 et 30, donc 41%. Donc ça c'est juste façon d'expliquer. Pour le réel, même chose. On enlève les charges d'intérêt, les assurances, les petits travaux, l'amortissement qui change tout. Parce que normalement, en location meublée, on peut se débrouiller pour ne plus payer d'impôts pendant les 10-15 premières années. Donc l'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est considérer que notre bien est un actif comptable. Et comme tous les actifs comptables, il est amorti. Donc il y a une charge fictive sur le bilan qu'on n'a pas vraiment, qui vient grignoter notre bien. Donc il devient plus ancien, plus vieux. Donc vu que c'est un service, il est usé, il devient usé par le temps. Donc cette charge, elle vient, et elle peut diminuer jusqu'à zéro notre base imposable si on choisit le réel. Je vous donne un exemple. Alors on vient là, voilà. Donc là, exemple pour le LMNP, location meublée. LMNP, pourquoi LMNP? Location meublée non professionnelle. Donc là, micro BIC, le normal c'est 50%. 71%, c'est celui où on fait de la location courte durée. On considère qu'il y a beaucoup de charges, donc on ne prend que 29% des loyers réels pour imposer. Et le régime réel, c'est tout simplement, on déduit tout ce qu'il y a à déduire. Donc, pour le micro BIC, 6 000 de loyer, on utilise 3 000. Donc c'est 3 000 la base imposable. Si on a une tranche de 30%, bim, on va payer ça. Micro BIC, donc là, si on fait de la courte durée, notre base imposable sera 1740. Donc on va payer un petit peu moins d'impôts, par contre, ça va être plus chiant à gérer. Par contre, en régime réel, si on se débrouille bien, on aura des charges de copropriété, des intérêts d'emprunt, et surtout l'amortissement, que vous calculez ou qu'un comptable calcule pour vous. Donc, vous avez 6 000 de loyer, vous avez 6 700 de charges, sauf que 4 800 ne sont pas des vraies charges, c'est une charge fictive. Donc, vos vraies charges sont de 1 900, le reste, vous l'empochez dans votre poche, mais vous déclarez une perte. Sauf que quand vous déclarez une perte, votre base imposable est zéro. Donc vous payez zéro d'impôt. Donc on vient en faire un petit point sur les loueurs. En logement vide, microfoncier ou réel?
Vous déclarez avec le formulaire 2044 et le report sur la déclaration 2042. Microfoncier, il n'y a que le 2042, c'est des formulaires pour déclarer vos impôts, hein, si jamais vous déclarez vos impôts en France. Pas forcément besoin d'une comptabilité. Pour les logements meublés, micro BIC, c'est pas micro-entreprise, micro BIC, réel. Il y a aussi le micro 71%, mais bon, on en parle très rarement. Donc là, les différentes fiches de déclaration. Et si on est au micro BIC, on n'a pas besoin de comptable. Par contre, le réel, oui. Et pourquoi oui, on a besoin d'un comptable? Moi, je vous dis que vous n'avez pas besoin d'un comptable. Ce n'est pas obligatoire. Mais le comptable, il va simplement calculer l'amortissement. Je vous donne un exemple parce que c'est pas grand chose l'amortissement. Supposons que vous avez un appart, vous avez acheté un appart à 100 000. Normalement, il y a la partie du bien qui fait partie du terrain et la partie du bien qui fait partie du bien lui-même, de l'appart lui-même. Un comptable, il va juste faire la recherche et séparer, il va dire par exemple que sur ces 100 000 euros d'achat, la valeur du terrain représente 30%. Ok. Donc, la valeur de l'appartement en lui-même, de ce que vous allez utiliser, c'est 70 000 euros. Bien sûr, je prends des grandes guillemets pour vous expliquer. Donc, sur ces 70 000 euros, vous allez le louer, vous allez l'amortir, par exemple, sur 20 ans. Vous allez prendre 70, vous allez diviser par 20. 70 divisé par 20, ça vous donne 3500. Donc, ça vous crée un amortissement, donc une charge fictive de 3500 par an. Donc, si vous faites 6 000 euros de loyer par an, direct, de facto, 3500, c'est une charge que vous allez inclure si vous choisissez le régime réel. Du coup, ça va vachement baisser votre base imposable. Donc, si vous avez des charges de copropriété, si vous avez des intérêts d'emprunt, si vous avez des assurances, des petits travaux, l'amortissement des meubles aussi, l'amortissement des frais de notaire, donc tout ça pourra faire redescendre votre base votre base imposable jusqu'à 0. Et comme ça, vous paierez très peu ou pas d'impôts. Franchement, la location meublée, c'est très bien. Par contre, il faut se casser la tête à acheter des meubles, il faut se casser la tête avec le turnover, et, et, les locataires qui ne sont pas vraiment très impliqués, qui viennent pas avec leurs affaires. Donc une fois que vous connaissez tout ça, on passe à un schéma qui nous explique ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc revenu foncier, on a du micro foncier ou du réel. Micro foncier, on considère que nos vrais loyers sont 70%, donc un abattement de 30%. Un réel, bah, on enlève les charges. On a une forte imposition dans la plupart des cas, mais c'est très tranquille. Donc, revenus industriels et commerciaux, donc bénéfices industriels et commerciaux, BIC ou réel. Donc là, de la location meublée, on vient du micro-BIC ou du réel. Micro-BIC, un abattement à 50%, donc on considère que c'est 50% de nos loyers qui sont une base imposable. Ou sinon, 29%, si jamais c'est de la location saisonnière ou les meublés classés. C'est de la location saisonnière, je vous le dis tout de suite. Sinon, on a le régime réel où on prend les loyers, on enlève les charges et les amortissements. Et là, vu qu'on amortit d'une façon adéquate l'appart, notre base imposable est totalement inexistante, donc une imposition très faible. Donc voilà, donc je revois ça avec vous, la déduction des frais, déduction des amortissements comptables, ça nous donne un amortissement très faible. Donc le tableau, je l'ai vu avec vous. Maintenant, je vais parler vite fait de la SCI. SCI, c'est le véhicule qui est accepté par les banques en tant que personne morale, parce que en général, si vous venez avec une SARL ou une EURL ou SASU ou qu'importe et que vous n'êtes pas un pro, ça va être difficile. Et en plus, si vous venez voir la banque avec une entreprise, avec un objet civil, avec un objet commercial, ça va pas être la même chose qu'avec un objet civil. La SCI, elle est vouée à être une entreprise civile, à détenir du patrimoine et à le louer. Une SASU, une SARL ou ce que vous voulez, c'est une entreprise qui a un objet juridique commercial. Elle est vouée à gagner de l'argent, donc à faire et à proposer des services, des produits, de la vente. Donc, on va partir sur la SCI. Sur la SCI, il y a deux façons d'investir sur une SCI. Déjà, une SCI, il faut être deux minimum. Il faut être soi-même avec un associé. On peut être associé avec soi-même,
avec une autre entreprise. Mais bon, là, je vais vous perdre. Donc, il y a deux types de SCI. Les SCI à l'IS, les SCI à l'impôt sur les sociétés, qui est vraiment une entreprise, du coup, ou les SCI à l'impôt sur les revenus, à l'IR, vous allez voir. C'est une SCI transparente, c'est comme si vous faisiez de la location nue, mais avec les avantages de la société, avec association avec quelqu'un. Donc, c'est un fonctionnement en part, donc il y a des statuts, tout est rédigé, c'est pour acheter ensemble, si vous voulez pas acheter en, en indivision, par exemple avec votre femme. Pour moi, la SCI à l'IR, c'est de la poubelle, jetez à la poubelle. La SCI à l'IR, autant faire de location nue et acheter tout seul. Franchement, c'est nul. Sinon, la SCI à l'IS, ça devient beaucoup plus intéressant. Euh, donc là, on crée une entreprise avec un comptable, un notaire ou en ligne, il y a pas mal de façons. On est deux, la plupart du temps minimum. Donc on va voir la banque et on lui demande d'acquérir un bien à travers cette SCI. Donc on est porté garant de la solvabilité de cette SCI parce que c'était une société à objet civil. Euh, la SCI à l'IS permet d'emprisonner tous les bénéfices et toute l'imposition dans la SCI. Ça ne vous touche plus. Vous, en tant qu'associé de la SCI, vous ne payez pas d'impôt parce que vous n'êtes pas propriétaire. Le propriétaire, c'est la SCI. Et du coup, la SCI, c'est comme du LMNP, c'est comme de la location meublée. Il y a les amortissements, il y a la déduction de charges, il y a plein de façons sympas de faire baisser la fiscalité. Et en plus, même quand il y a de la fiscalité, elle est très faible parce que ce n'est pas comme si vous payez de la fiscalité sur votre salaire avec des marges, avec des tranches super élevées. Là, l'impôt sur le revenu pour des bénéfices, pas les loyers, hein, ce qui reste à la fin, si sur les bénéfices, si c'est inférieur à si c'est inférieur à 42 500 euros, vous payez 15% d'impôt. Si c'est supérieur à cette somme, 25% d'impôt, ce qui est très très bas. Par contre, l'argent reste dans l'entreprise, dans la SCI. Si vous, sociétaire, vous voulez vous gaver un petit peu d'argent, bah là, il faudra vous verser des dividendes. Donc, voter dans l'Assemblée générale de l'entreprise un versement de dividendes. Par contre, là, et bim, on vous tape sur les doigts et vous prenez la flat tax, donc 30% d'impôt, comme si vous avez des dividendes d'actions. Ça s'appelle la plus-value des professionnels. Voilà, donc là, j'ai parlé d'impôts. Normalement, il y a tout sur cette vidéo. C'est pas encore très structuré, mais j'apprends au fur et à mesure. Récapitulatif, on a la location nue et on a la location meublée. Dans la location meublée, il y a deux façons, enfin, pardon, dans la location nue, il y a deux façons de micro-foncier réel. Dans la location meublée, il y a du micro BIC et réel. Ça, c'est en nom propre. Hors nom propre, il y a la SCI. Et dans la SCI, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre un appart en meublé, un autre appart en nu. De toutes les façons, on pourra déduire quoi qu'il arrive l'amortissement. Même si on loue un appartement en nu sur une SCI, on va enlever les amortissements. Parce que de toute façon, on est dans une entreprise qui a un bilan, donc qui a des amortissements à comptabiliser. Et par contre là, un comptable est obligatoire. Franchement, il y a plein de choses à dire, mais bon, j'essaie de faire le maximum. Il reste un autre épisode pour clôturer la série, c'est les étapes pour acheter effectivement un bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, comment rédiger une offre. Parce que là, je vous ai parlé de, ok, l'annonce est bien, ok, les impôts. Par contre, ok, comment on passe à l'action? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'on appelle l'agent immobilier? Est-ce qu'on appelle le notaire? Qui est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir la banque avant? Tout ça, je vais vous le structurer dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous pensez. Si vous avez des difficultés, si vous ne comprenez pas quelque chose, mettez des likes et merci à vous et à la prochaine.